Il est 20h partout au Bénin, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci à vous d'avoir pris le rendez-vous du décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir, Angèle. Bonsoir à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Alors, nous allons démarrer notre décryptage, évidemment, avec nos différents plateaux. Plusieurs sujets ont été au cœur de Dimanche c'est politique, l'entretien qui a abordé dans tous les aspects possibles les droits des femmes, également l'hebdo des éditorialistes et le duel qui a parlé d'autres sujets. Avant de revenir sur les autres sujets, Agapit Napoléon Maforican, sur l'entretien droits des femmes pour notre invité, Dr Aguiat. Lui est beaucoup plus loti avec les politiques de développement du genre mises en place. Est-ce qu'elle est mieux lotie? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est mieux lotie. Moi, j'estime que la femme, elle est surprotégée. Et surprotégée, ça peut l'affaiblir. Ça peut l'affaiblir. À un moment donné, où est l'organisme? Pourquoi on prend les vaccins? Parfois, on vous inocule la bactérie, parfois, dans une certaine mesure, pour développer les anticorps. À un moment donné, on doit laisser les femmes se défendre, se battre. Et comme je vous l'ai dit, cette semaine, j'ai rendu hommage à une brave dame, Rosine Vieira Soglo. Nous rendons hommage à nos Amazones, la magistrale Satu, qui se dresse derrière la présidente de la République, démontre que nos mamans, nos arrière-grand-mères n'ont pas eu droit à des lois particulières pour émerger. À l'époque, on va chanter comment nos Amazones tuaient les Blancs lors des derniers combats de roi Bélanger, avant de voyager, avant d'être déportés. Ça veut dire quoi? L'histoire a démontré que la femme peut tout. Maintenant, je suis d'accord, comme je le dis toujours, qu'on puisse corriger là où il y a d'extrêmes discriminations. L'Europe l'a commencé après seulement la Seconde Guerre mondiale. Les batailles ont démarré bien avant, d'accord, les mouvements socialistes qui ont donné lieu un peu en Europe et aux États-Unis un peu à l'émergence donc de l'embryon de ce qui fut en 1977 déclaré Journée internationale des droits des femmes. D'accord. Sur le principe, je n'ai rien contre. Mais moi, je suis croyant. Et je sais que dans la Sainte Bible, comme dans le Saint-Coran, la femme a une place qui peut paraître comme une position de dominante et de dominée, mais qui en fait est une position de complémentarité. Ça paraît pas, c'est la dominance, la domination si vous préférez. Un bon chrétien ne peut pas dominer sa femme, c'est faux. Un chrétien ne peut pas dominer sa femme. C'est pas possible. Donc c'est un mauvais chrétien. Je vous dis, en tout cas, pour moi, chrétien catholique, il ne doit pas, il ne peut pas. Il lui doit respect. Entre la soumission et le respect, vous pensez qu'il y a un gros creuset. La seule différence, c'est qu'il y a un chef. Il y a plutôt un mélange, parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses, voilà, soumission et respect. Oui, il y a une nuance. Il y a une nuance. Mais la nuance, elle est complémentaire. La nuance montre simplement qu'il y a un chef. La nuance montre simplement que le chef qui respecte ne peut pas dominer. Donc, il y a toujours une nuance. Le chef qui surexploite tous ses droits, si vous préférez, toutes ses capacités à s'imposer homme dans la famille. Je vous ai dit, lorsqu'on rentre dans ça, l'ouvrier se plaint. Ouais, moi je dirige cette entreprise. Le gars qui a négocié son contrat, il vient vous lui donner du travail, à un moment donné, il se plaint. Vous mettez les règles, il lit le règlement intérieur, il est d'accord. Il vient, il commence pas à travailler, il se plaint. Les gens se plaignent de tout. Parce que dès qu'ils ont acquis un droit, ils veulent en avoir d'autres. Ça, c'est l'humain qui est comme ça. Partout. Le syndicaliste donne lui un droit, il va demander un autre. Parce que c'est la nature syndicaliste qui est comme ça. L'homme fonctionne, l'homme est insatiable. Il faut comprendre, quand on dit l'homme comme la femme, pour moi, premier principe du chrétien, du croyant que je suis, premier principe, c'est que chacun de nous est à sa place. Ensuite, l'évolution des choses voudrait bien que s'il y a des dominances, des dominations, des écrasements, des actes qui ne répondent pas nécessairement aux détails, enfin, à des idéaux, à un standard mondial, qui est des luttes et qui est des droits particuliers. Ça, je réponds également de là, parce que j'étais à l'école, j'ai vu. Effectivement, j'ai fait l'université avec des femmes, mais qui étaient braves. À 2 h du matin, nous quittions ce qu'on appelait le maquis, c'est-à-dire qu'on quittait le chambre pour aller, je les vois. Aujourd'hui, je les vois dans la société, c'est qu'elles sont devenues. Mais pendant qu'elles font ça, d'autres sont envoyés chez le mari à 14 ans. C'est ça qu'il faut combattre. Et c'est ça, là, je suis d'accord avec ça. Ce que l'État fait, par exemple, en appuyant les jeunes filles à l'école, en contraignant pratiquement les parents, l'obligation d'envoyer les filles à l'école est salutaire.
L'instruction, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Donc, là, je suis totalement d'accord. Mais je ne suis pas totalement d'accord lorsque on les empêche de se défendre. Il y a des inconvénients à ce que vous dites aussi, parce que notre sociologue ce matin disait qu'il fallait aussi impliquer un peu les hommes, leur faire comprendre cette lutte qui est menée pour ne pas que cela soit perçu justement comme la faveur. On parle beaucoup de personnes aujourd'hui. Non, non, c'est une faveur. C'est une faveur. La société a déjà créé le chacun à sa place. Tout le reste, c'est des faveurs. Discrimination positive, tout ce qu'on va dire, c'est des faveurs. Pour moi, si on est égaux en droit et en liberté, ça veut dire que nous sommes des mêmes. Mais morphologiquement, on n'est pas les mêmes, mais mis dans les mêmes conditions. Ce que l'homme peut faire, il le fait. Ce que la femme peut faire, elle le fait. Pour moi, tous les autres, c'est des droits artificiels qu'on crée. Par obligation, parce que... Enfin, pas mimétisme parfois. Écoutez, on est en Afrique, on dit la polygamie, elle est interdite. D'accord. Mais au même moment, on achète lesbienne, on achète gay. Ça répond à quelle logique? Bon, en Afrique, on n'a pas encore accepté. Non, ça répond à quelle logique de culture, de famille, de morale, d'éthique. Donc, après, lorsqu'on dit non, il ne faut pas de discrimination basée sur le genre, on dit d'accord, moi le genre, je vois la femme. Parce que non, quand on me dit discrimination basée sur le genre, moi je vois la femme. L'homme aussi a un genre. Je suis déjà dans un genre. Moi je suis déjà un genre. Donc, il ne faut pas discriminer l'autre. Oui. Mais je ne vois pas les gays. Pour moi, la famille, quand on dit, pour moi, un homme ne peut pas s'accoquiner avec un homme. Ça va contre les valeurs du monde. Ça va contre les valeurs éthiques. De la nature. Ce sont les défenseurs des droits de ces personnes qui vont se jeter sur vous. Là, tout de suite, Agapit d'Afrique, ils nous suivent. Les mouvements gays et lesbiens sont négatifs, pour moi. Je peux répondre à ça. Pour moi, ces mouvements sont négatifs. Nous avons c'est du mimétisme. On a copié ça de l'Europe. Au même moment, nous renions nos valeurs. Au nom de quoi on pense que la polygamie, elle est mauvaise? Alors, si on avait tout relativisé, je comprends. Mais nos lois interdisent certaines choses. Le Lévira, par exemple, chez nous, pourquoi on trouve que c'est mauvais? Moi, je ne dis pas que c'est bon. Je n'ai jamais dit que c'est bon. Si vous l'évoquez, ça non, donne le moi, qu'on me démontre. Moi, je veux qu'on démontre. Je suis un intellectuel. Je suis allé à l'école pour pouvoir faire des analyses. Voilà. Je veux qu'on me démontre pourquoi le Lévira est mauvais. Et que les gays, deux hommes peuvent par exemple, adopter un enfant. Pourquoi? Et qui est papa, qui est maman? Et alors, donc, après, nos États ont signé beaucoup de conventions par-ci, par-là. Bon, c'est aux États de la défendre, d'accord. Et puis moi, si moi j'étais député, j'aurais dit fortement ce que je pense au moins de ratifier ce document-là. Mais bon, je ne le suis pas, donc je profite de ma liberté pour le dire. Mais donc, c'est pour vous travailler quoi? Que la femme est créée autant que l'homme pour contribuer à l'humanité. Mais chacun avec la mission qui lui est assignée par le divin. Donc, première chose, nous devons nous faciliter la vie. L'homme a beau être musclé, pourquoi il ne donne pas une nation sexuelle à l'enfant? Chacun est régi par un rôle précis. Merci. Donc la femme, elle a beau être, bon voilà, c'est la mère de l'humanité, mais elle ne peut pas concevoir. Bon, il n'y a que Marie seule, qu'on nous a dit qu'elle a conçu sans péché. Bon voilà. Donc, en réalité, il faut qu'on s'équilibre, qu'on s'accepte, qu'on se complète, qu'on s'entraide. Et c'est comme ça que, au milieu du décisionnel, par exemple, lorsque l'État fait la discrimination positive, je la trouve pertinente, nécessaire, parce que, effectivement, on ne peut quand même pas tolérer que la majorité soit totalement mise à l'écart, parce qu'on a un système de vote. Sinon, si on veut être juste, c'est qu'on va dire que les femmes votent pour les femmes, et les hommes votent pour les hommes. Et par exemple, là, on aura... Encore que les femmes ne voteront pas pour les femmes. Non, si le système était comme ça, si on veut être juste jusqu'au bout, c'est qu'on va créer le système où les femmes votent pour les femmes, où les hommes votent pour les hommes. Et donc, on va faire, comme c'est à l'actualité, on va faire la proportionnalité. Et donc, avec 52% de femmes, on aura 52% de députés à l'Assemblée nationale votés par les femmes. Et là, on aurait été juste. Là, la société n'est pas encore prête, en tout cas. Juste... Les grands pays qui font ces lois, ces droits de femmes, ci et ça, combien respectent? Hollande a dit, le gouvernement, même équitabilité femmes-hommes, ils sont partis à faire combien de fois autant à l'époque. Même ceux qui ont inventé ça. Aujourd'hui, regardez nos partis ici. Ils ont voté la discrimination positive. Mais combien? Ils n'ont réussi que 3 partis, 8 femmes. Non, oui, c'est ça, non? Ou 4 femmes. Donc, 3 partis, 4 femmes. Il n'y a que 4 femmes. Alors, comment on voulait... Alors, moi, ce discours, il faut essayer de le relativiser. C'est pour ça que
Je suis d'accord avec le docteur Aguia Daro. Oui, Il faut ouvrir le débat. Ouvrir le débat ne veut pas dire stopper l'action. On peut faire les deux à la fois. Tant que l'action est de mise, il faut ouvrir le débat. Moi, j'ai des villages où les gens continuent de faire leur virages. Tranquillement. Et elles sont heureuses. Bon, c'est pas interdit. Quand je dis que elles le donnent, c'est pas interdit. Mais on ne peut pas imposer. La dame choisit librement à qui elle a envie d'aller. Oui. Le problème est qu'il y a beaucoup de pratiques locales qu'il faut questionner. Il ne faut pas que les intellectuels qui sont allés éduquer, que quelqu'un appelle dépaysés, reviennent avec des logiques de dépaysés. Il faudrait que nous puissions analyser le pourquoi de certaines traditions et qu'on voit leur effet sur le développement. Si c'est absolument négatif, il faut voir à quel niveau, il faut peser, il faut peser pour voir quels sont pertes, quels sont gains. Du point de vue humain, mais du point de vue humaniste aussi. D'accord. Du point de vue humain, humaniste. Mais humaniste. Et là, on ne dit pas la même chose. L'humanisme entraîne beaucoup d'autres paramètres qui ne sont pas nécessairement vus par celui qui parle de l'humain. Donc, il y a un ensemble de choses que moi, je ne rentre pas dans l'excision. Ça, je ne veux pas y aller. Mais dans le mariage, dans la polygamie, dans le lévira, par exemple, rien que ces deux, même dans le port des noms, on aurait pu ouvrir que soit vous choisissez de porter votre nom. Non, le choix, il est laissé. Non, attends, soit vous portez votre nom, vous gardez de porter votre nom. De jeune fille, c'est ça? De jeune fille, jusqu'au bout. Soit vous prenez le nom de l'homme. Mais les faire de mettre les deux noms ensemble, tout ça là, moi je trouve que c'est... Ça ne gêne rien du tout. Non, attendez. Cela, il va de l'égalité. Tout au moins. Oui, est-ce que c'est vraiment le besoin sociétal actuel? Les hommes sont égaux devant la loi, vous l'avez dit tout à l'heure, mais la femme est libre de prendre le nom de l'homme et regarde son nom. C'est ça la liberté. Donc, pour moi, c'est que l'effet à terme, on crée des situations dont l'effet à terme, on n'arrive pas à le régler. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est que, moi j'ai demandé qu'on documente, qu'on fasse une étude sur l'application de la loi de 2004 sur le code de la famille et des personnes. Et on va voir un peu les résultats. Mais si on crée des lois qui ne permettent pas d'avancer, mais qui font de l'artifice, ça ne nous arrange pas. Tout le monde va applaudir, oui, droit de femme. On s'en plaint pas encore. Hein. Pour le moment, on s'en plaint pas encore. Le débat, il a été fait quand la loi a été révisée. Je suis désolé. Allez plus loin. Allez plus loin. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas contre les droits de femmes. Mais je suis contre les trucs d'artifice. Je suis contre les navigations à vue. Je suis contre certaines choses qu'on essaye donc de promouvoir. Parce que simplement, ça fait plaisir. Enfin, je vois les gens, ils portent leur gros bagarre ou un danser pour dire journée de la femme, journée de la femme, journée de la femme. Oui, d'accord. C'est la connotation qu'on a donnée. Hein. Personne ne nous a imposé cela. Est-ce qu'une femme s'est révoltée pour dire moi je ne participe pas? Il y a plusieurs révoltes. Hein. À chaque occasion, peut-être pas des révoltes officielles, mais il y a des révoltes. Comme moi. Je me révolte contre cela. Exactement. J'aime pas trop les antennes, comme on les appelle. Exactement, ouais, oui, c'est la minorité qui se révolte, c'est elle qui est d'accord avec tout ce genre de blablabla. Donc, pour moi, la femme est créée comme l'homme. Oui. Donc, du coup, chacun a une mission avec sa morphologie, avec ses devoirs humains, son anatomie. Oui. Donc, chacun a un grand. Ce qui fait que l'évolution de la société a peut-être relégué la femme à un certain rôle qu'il faut quitter, qu'il faut dépasser. Donc moi je vois le bien fondé. Par exemple, lorsqu'on parle de l'égalité, le thème de cette année, le thème tombe. Numérique. Pour moi, c'est un thème logique, normal, sur lequel on peut débattre. Et j'ai aimé la dame de la conseillère Ligan qui dit, mais combien parmi vous, derrière les femmes, avez écrit déjà sur cette thématique-là? Voilà le débat de fond, moi. Moi, je voudrais qu'on puisse aller à l'essentiel. Et que quand une équipe de femmes est devant un homme, même en chef de famille, on dit, mais toi-même, tu es chef de famille. Est-ce que tu trouves logique que cette dame-là soit maintenue de force dans la famille, au nom de CEO de ça? Non, mais c'est après avoir salué le chef de famille, lui donner toute sa place de chef de famille, tu lui démontres. Et quand tu vas lui dire un homme va se lever pour dire, non, ma soeur a raison, parce que c'est bien défendu, c'est bien expliqué. On n'a pas mis le chef de famille en minorité. On n'a pas mis en jeu son autorité. On est en Afrique, on a nos valeurs. Moi, je pense que les sociologues, les historiens doivent nous aider
à rétablir des équilibres, des repères spirituels. C'est tout mon problème là. Moi, j'ai rien contre. Moi, je suis pas de famille et j'avoue que je n'ai pas ce problème de droit de femme ou de droit de trucs. Moi, Vous régentez? Non, je m'inquiète là, vous ne régentez pas. Je ne régente pas, je suis un homme. Simplement. Oui, donc je reconnais ma place d'homme. Et vous mettez madame à sa place aussi? Madame, non, je reconnais sa place. Les enfants reconnaissent leur place. Voilà. Et la famille fonctionne? En tout cas, je ne sais pas si... Vous voyez, les différences sont telles que, même si vous avez un homme, une femme, 3 enfants, vous avez 5 différences. Après, vous avez 5 particularités. Ça, on l'ignore parfois. Donc, le père qui a beau être le chef doit savoir qu'il a une femme et 3 enfants, et que ça fait 4 particularités, et que lui, le chef de famille, c'est pour ça qu'il doit avoir il doit d'abord fondre les particularités. Donc, comprendre chacun des 3 enfants, ajouter déjà madame qu'il comprenait déjà, qu'il devait avoir compris, oui, et fonctionner de cette manière. Mais il ne peut pas le demander nécessairement à l'un des 3 enfants. Du coup, il faut bien que quelqu'un gère les contradictions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et alors, au moment où ça s'élève la voix, il faut bien que quelqu'un coupe. Oui. Et essaye de faire taire le débat. Absolument, oui. Il y a des moments où certains ne comprennent pas qu'il faille bien trancher. Lorsque le débat est ouvert et vous n'avez pas terminé, à un moment donné, il faut passer à l'action. C'est exactement comme le travail. Mais quand tu es navigateur, quand tu es un pilote, quand tu es sur cette photo, quand tu es en guerre, c'est pas le moment qu'il faut débattre avec ton salarié, ton collaborateur, Non, là, on est concentré. Donc, en pleine action, il y a un chef qui commande. D'accord? Et lorsqu'il y a le temps de faire le point, on fait le point ensemble. Ça vaut pour tout projet. Ça vaut pour la famille. Est-ce que ce caractère dont vous parlez justement de chef n'amène pas les régents à ne pas accepter justement cette femme intellectuelle qui a aujourd'hui des problèmes peut-être à trouver un homme parfait dans le foyer ou à rester dans un foyer? Je posais la question aujourd'hui à Jacques Aguiadaro. Qui vous a dit que chef, c'est régenté? Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Alors, en quoi c'est négatif? Je ne parle pas encore de négation, je dis pas que c'est négatif. Non, vous dites que ça pose un problème. Oui. Lequel? La contradiction. On n'accepte pas toujours. Beaucoup ne l'acceptent pas. Le problème, c'est que lorsque la femme qui a vécu en Afrique se dit « je veux épouser mon homme », oui, elle doit savoir, elle doit aller à l'école de l'humilité. Vous avez fait votre vie, on ne t'a pas donné ça en mariage forcé. Non, c'est un choix. Très bien. Donc, je n'ai pas dit, moi, je ne fais pas l'apologie de la mort de mariage forcé. Très bien, c'est un choix. Oui. Vous avez fait au moins la fiançailles, j'espère. Ou bien vous êtes retrouvés, puis coup de foudre le lendemain, une grossesse attrapée et vient ensemble. Vous savez comment les fiançailles se font chez nous sous les cieux. Il faut cheminer d'abord pendant un certain temps. Si ce n'est pas une grossesse qui oblige les fiançailles, alors, si pendant ce temps, vous n'avez pas eu le temps de régler vos contradictions, mais vous ne pourrez comprendre vous-même. Il y a plein, même c'est pas qu'en Afrique, même en Europe, ça existe. C'est partout. La vie à deux est tout un problème. Mais il faut gérer. En fait, quel est le problème? Oui, dites-le. Lorsque vous faites un couple où la femme refuse d'être à sa place, où l'homme refuse de comprendre, il y a un problème. C'est où la place de la femme alors? Chacun a une place dans la cité. Dieu a créé l'homme et la femme et chacun a une place et doit être à sa place. Ça, c'est le principe. Si tu quittes ta place, pourquoi le principe? Moi, je vais le dire. Attends, quand tu es, on dit que c'est elle qui porte le pantalon à la maison. Voilà une formule. C'est elle qui porte le pantalon à la maison. Ça veut dire quoi? Pourtant, la femme peut porter le pantalon. Personne ne voit que si elle porte le pantalon dehors. Mais pourquoi on dit, même quand tu as beau être intelligente, tu as beau nourrir ton mari, quand toutes les habits sont là, oui, fais un peu la femme que tout le monde a envie d'avoir, c'est-à-dire, donne-lui sa place d'homme. Mais il y a des femmes, lorsque vous êtes tellement très intellectuel, l'homme est là, et comme tu veux lui montrer, comme il t'accepte tout, ses amis sont là, et c'est là que tu te dresses. Non. Les grandes dames respectent leur mari. Il y a une lecture de travers. On parle de quand on voit soumission, c'est comme si tu te couches en et puis on te marche dessus. À partir du moment où la femme est sur cette défensive, oui, c'est qu'elle n'a pas encore choisi de se marier. Ah bon? Et ça, bien sûr. Donc, c'est pour ça. Elle ne peut pas sur la défensive, elle crée le débat. On ne peut pas avoir une opinion alors. Elle crée le débat. Elle tranche, il discute. C'est pour ça qu'il demande si vous avez fait mariage forcé. Si vous n'avez pas fait mariage forcé, il faut régler ces questions-là. Moi, je trouve que tous les débats doivent être faits. Il ne doit pas avoir de tabou entre un couple qui a envie d'aller. Après, oui, il y a des problèmes d'humeur.
Après, on ne réussit pas toujours à... Bon, mais quand ça ne marche pas ici, parfois il faut le casser. Puis il y a le divorce. Bien. Maintenant, si toi-même tu as fait 2 fois, et ça ne marche pas toujours, pose-toi de bonnes questions. Il faut te remettre en cause. Voilà. Parce que on est quand même... nous grandissons avec nos humeurs, nos tempéraments. Il y a beaucoup d'autres aspects qui font qu'on n'arrive pas toujours à être... Moi, sur l'OTB, il y a une émission sur les foyers qui passent. Et les couples passent et disent comment ils ont... L'expérience. Voilà. Ouais, donc, j'ai cité... Donc, je peux citer cette émission-là. Il y a des gens dans la famille qui passent. Donc, il y a beaucoup de bons cas de famille, de vie familiale. Des gens qui expérimentent. Et n'ont pas besoin que l'État légifère particulièrement pour qu'elles se retrouvent dans leur... ou que le foyer fonctionne et que les enfants grandissent dans un environnement serein et que madame et monsieur ne se battent pas devant eux, ne se chamaillent pas. Il y a des débats. Il y a des débats logiques. Il y a que l'on ne peut pas être d'accord avec tout. C'est logique. Mais après, il faut tout. Les problèmes de culture sont énormes. Parfois, la différence d'éducation du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce n'est pas les mêmes cultures nécessairement. Donc, lorsque vous n'avez pas cette symbiose, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas les mêmes niveaux d'instruction, vous devez faire toujours les débats. Il faut bien que quelqu'un se taise et écoute l'autre. Oui. Et parfois, quand tout le monde parle, les deux parlent ensemble, il y a un vacarme, il y a le monologue. C'est vrai que nous sommes au Bénin, on a développé tellement le monologue comme principe d'échange que, aussi bien en société, en vie communautaire qu'en famille, on ne s'écoute pas. Il faut faire l'effort de s'écouter et beaucoup de choses vont régler. Je vais être réglé. Oui. Je pense que le sociologue Aguier Larot, l'invité d'aujourd'hui, a réglé quand même dans l'ensemble le problème. Et moi, je vais peut-être dire que l'État fait sa part. Il faut que la société fasse la sienne, c'est-à-dire l'éducation familiale. Tout part de la famille, l'État fait sa part. L'homme et la femme ne peuvent jamais être intrinsèquement égaux. Il faut des décisions. Donc, on ne peut pas parler des qualités. Donc, il ne peut pas parler des qualités. Par contre, même la parité est un leurre. La parité homme-femme, elle est dangereuse pour l'équilibre sociétal. Après le respect, la lutte contre les stigmatisations, les discriminations, les blocages et les barrières artificielles que les gens mettent, ça, il faut les casser. Et donc, c'est les thèmes qui parlent d'autonomisation, par exemple. Il fait une année, on a parlé d'autonomisation de la femme. Les thèmes d'autonomisation, les thèmes de violence, de combattre les violences, de l'égalité sur le net, dans le digital. Donc, il y a des thèmes aujourd'hui qui permettent à la jeune fille, à la jeune femme, à la femme, de se sentir totalement impliquée et de comprendre de quoi il est question. Moi, ça m'a fait un effet quand les femmes de marché disent que bon, elles ne comprennent pas grand-chose de ce thème-là. C'est vrai que lorsqu'on parle de digitalisation, d'innovation, c'est déjà un peu trop intello. Mais le sujet valait bien la peine. Moi, j'estime qu'il fallait bien en parler parce que l'image de la femme sur le net montre toujours qu'il y a toujours un problème de discrimination lié notamment au corps de la femme qui est très vite exposé. Et qu'elle-même expose, hélas. Et les femmes pour faire peut-être plaisir à elle. Les femmes, oui, qui partagent leur nez, ou bien qui essayent quand même de faire un certain nombre d'apologies de certaines choses sur les statuts. Il faut regarder ça, vous demander. Mais bon, finalement, est-ce qu'elle a pris conscience de ce qu'est, de l'humanité de l'être, de l'humanité de l'être. Donc, du coup, moi, il y a un certain nombre de valeurs. Quand vous les défendez, vous ne pouvez pas entrer dans certaines logiques. Et donc, moi, je pense que c'est une affaire d'éducation. Il faut continuer. C'est pas dire que il faut. La solidarité a toujours existé, ça fonctionne. Les grands pays qui ont adopté le mouvement féminin, combien ont chef d'État femmes? Combien de la défense femmes? Est-ce qu'il faut forcément en avoir? Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le chemin est encore long. Parce que la femme a pris beaucoup de retard. Parce que justement, on l'a relégué à un certain nombre de rangs. Ce n'est pas un combat de la seule femme, c'est un combat de tous les hommes, donc de tous ceux qui vivent sur Terre. Mais il faut que le combat soit porté à un niveau où tout le monde sent que c'est son combat. Parfois, on a l'impression que c'est le combat d'un clan contre un autre. Quand les gens ne commencent pas à stigmatiser les hommes, non, il ne faut pas les stigmatiser. Il faut les éduquer, il faut les rééduquer. On a grandi dans un environnement. Donc, du coup, moi j'ai grandi au village. Et moi, je ne me procédais pas pour saluer ma grand-mère le matin. Mes soeurs le faisaient. Alors, donc, c'est une tradition. Ça vous a donné une stature. Exactement. Aujourd'hui, mes enfants ne se procèdent pas pour me saluer. Ils me saluent normalement. Donc, il n'y a pas de différence entre femmes et filles et garçons. Il n'y en a pas. Mais donc, c'est dire que nous avons hérité de cette échelle. Donc, quand j'entends des femmes, des gens là, ils sont... Non, c'est toi qui as le mauvais langage. C'est toi qui n'es pas à ta place.
commence déjà par respecter la situation d'aujourd'hui. Et nous allons nous combattre, nous allons nous battre ensemble pour que demain soit meilleur. Parce que nous avons des enfants-filles. On a des enfants-filles, on a maman. Qui n'aime pas sa maman? C'est l'être la plus aimée. Donc, du coup, tu ne peux pas dire, moi j'ai grandi chez une grand-mère, elle a été pour moi grand-mère, maman et papa à un moment donné. J'avoue que pour moi, c'est l'être, ça dit qu'au même rang que la maman qui m'a mis au monde, la grand-mère était à un moment donné, papa et maman. Et après, maman est restée. Donc, j'ai un sentiment. Pour moi, les papas, basta, quand ils sont dehors, on peut les oublier. Je ne dis pas je dis rien de négatif. Eux, ils vont aller procurer l'argent. Ils amènent. Même maman se bat aussi. Oui, enfin, maman cherche aussi l'argent. Elle en amène, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que quand il n'y en a pas, c'est papa comprend. Hein. Ah oui, mais vous avez dit, c'est lui le chef. Voilà. Là, ça, c'est équilibré. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Il faudrait simplement que les femmes respectent également l'ordre qui était avant. Et qui n'était pas du fait de l'homme d'aujourd'hui. Et donc, c'était un ordre. Il a pu évoluer, il doit évoluer, je suis d'accord. Pas de manière artificielle, mais par gradation, progressivement. Et beaucoup de droits, les femmes ont acquis beaucoup de droits. Lorsqu'on a nommé Edith Cresson en France, Premier ministre, je sais ce que je sais pas. Mais attendez, la France était aussi moderne. Ce n'est qu'en 91 qu'elle a eu son Premier ministre femme. Mais dans quelles conditions la dame a gouverné? C'est compliqué pour elle. Voilà, c'est la deuxième, ça, qui est là, Madame Borne. Oui. Elle a déjà acquis, il y a déjà eu beaucoup de mouvements avant. Non, moi sans difficulté. Non, moi sans difficulté, merci. Donc, c'est dire que c'est pas si facile que ça. Il y a les trucs sexistes, où c'est son habillement qui choque certains, où il y en a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus. Ça va aller. Ça dit qu'avec le temps. Maintenant qu'on accepte les gays, je pense qu'on doit pouvoir quand même donner à la femme beaucoup plus sa place, parce qu'elle est de loin, seule et en couple. En couple normal, elle est de loin respectable que lorsque deux gens se retrouvent. Ça, c'est ma lecture et elle vaut ce que je pense. Voilà, il faudra qu'on précise que ce n'est pas à charge non plus contre cette communauté. Alors, ça ne doit pas exister pour moi, on ne doit pas les valoriser. Dernière question pour sortir de ce débat, Agapite Napoléon Maforika. On apprécie tous les citoyens ou les actions publiques, mais l'orientation de ces actions publiques envers le genre n'est-elle pas un peu à sens unique en matière de leadership féminin, par exemple? N'est-ce pas beaucoup plus celles qui sont dans les milieux urbains qui se frottent un peu plus les mains, peut-être au détriment de celles qui sont dans les milieux ruraux? Mais c'est là que les femmes même doivent jouer le jeu. C'est là que les femmes elles n'y comprennent rien. Justement, mais c'est les intellectuels qui doivent faire. C'est pour ça que je dis que c'est un travail de longue haleine. Pour moi, je dis que si on surprotège la femme, on risque de l'affaiblir. Parce qu'elle n'aura plus elle-même les marges pour avancer. Or, elle a besoin de se batailler parfois. Comme celle avec qui moi j'ai évolué, que j'ai vu à l'université, que j'ai croisé, comme ma grand-mère avec laquelle j'ai grandi, comme de braves dames que je crois dans la société et qui aujourd'hui sont des leaders femmes un peu dans les domaines. Quand on dit que je suis blogueuse, influenceuse, si déjà elle arrive à influencer, mais elle a eu quelle facilité pour avoir droit à la parole? C'est elle-même qui a dû se battre pour avoir ça. Donc, il y a plein de personnes, je n'ai pas envie de citer de noms, mais il y en a qui se battent et qui se rebattent. Donc, je pense qu'il faut plutôt que les femmes essayent de démultiplier les mouvements. Moi, j'ai vu les manifestations publiques de la journée de la femme en grande salle climatisée, mais c'est bien. Il y avait deux Vous voulez qu'on le fasse au soleil? Il y avait deux ministres, c'est bien. Mais ça aurait pu aller se faire dans une école. Ça aurait pu se faire dans un marché. Prendre quelle forme? Oui, de lancement. On l'explique un peu. Ça aurait pu faire place de plusieurs équipes qui expliquent un peu le thème de l'année. Un peu, une cause de débat avec certaines cibles. Ça donne parfois l'impression, certaines choses donnent l'impression que c'est une chose des élites. D'élite. Et lorsqu'on tient compte du thème de cette année, on aurait dû le fluidifier. Monnaie, ça exactement, pour aller vers les cibles. Si on sait que à l'intérieur, le mouvement ne prend pas toujours, pourquoi on n'en fait pas une cible? Donc, je pense que c'est au niveau des femmes que le travail doit être fait. Les hommes savent ce qu'ils doivent faire. Et beaucoup sont réticents parfois, peut-être, à tort. Mais il faudrait aussi leur donner des raisons de comprendre, parce qu'ils comprennent pas. Justement. Et lorsqu'on ne comprend pas, on a l'impression que c'est un mouvement contre soi. Voilà, c'est ce que le sociologue a... Une femme autonome, c'est l'homme qui est heureux.
Puisqu'elle contribue justement à l'épanouissement du foyer, même intellectuel. Même si déjà, même si elle est épanouie, ça suffit pour contribuer à l'épanouissement. On ne parle même pas de matériellement. Même si elle est épanouie, elle est heureuse, elle est contente, mais vous êtes aussi un homme heureux. Et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est tout un ensemble dans la vie, dans le vivre ensemble, qu'il faut gérer. Si on les sépare, ça va devenir de l'artificiel et c'est pas bien. Voilà. Alors, nous allons aborder cette fois-ci le deuxième sujet qui était au cœur de l'hebdo des éditorialistes. Il s'agit toujours de cette sortie du président de la République sur la chaîne française LCI. Eh bien, pour nos éditorialistes, ce matin, Agapit Napoléon Maforican, il n'y avait rien à dire, Talon est simplement à féliciter. Est-ce à dire que dans toute cette intervention de 15 minutes et un peu plus, il n'y a rien à reprocher au chef de l'État? C'est l'impression que ça a donné aujourd'hui. Est-ce qu'il faut reprocher des choses au chef de l'État? Pas en termes de reproche, littéralement. La question de savoir s'il faut lui reprocher des choses. C'est mon avis sur les sujets. Quand on va dire, il y a toujours une manière de voir les choses. Il n'y a jamais quelque chose d'une face. Il y a toujours l'autre revers. Oui. Alors, quand on prend déjà le choix de la chaîne, il y a certaines critiques qui sont vérifiées. Oui. On n'a pas encore vu le président de la République donner une interview aux chaînes de télévision ensemble. Oui. Par exemple, il est en train de faire 8 ans. Même si le niveau est bas, bon, c'est quand même notre niveau. Non, il y a quand même... Non, je reconnais que c'est vrai. Mais ce n'est pas le chef d'État seul. Les hommes politiques préfèrent aller parler à RFI. Et quand il y avait de grands contrats avec Jeune Afrique, avec France 24, avec Afrique. Alors, donc, on donne de gros sous à l'ailleurs. Bon, c'est le monde. Ça s'est atténué un peu, il faut mixer les deux. Ça s'est atténué sous ce régime-ci, c'est vrai. Donc, moi, j'ai pas en la matière, j'ai pas d'autre vision qu'en disant, oui, il a parlé à LCI, il aurait pu parler peut-être même à Canal 3. Pourquoi pas il parlait à l'ONTB. Normalement, bon, peut-être un jour, on espère qu'avant la fin du mandat, il va, et télé, on a cette chance. On l'a déjà eu une fois. On l'a eu au téléphone une fois. C'est quand même un honneur de l'avoir eu. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'on est malheureux. Mais pourquoi pas nous réunir. Hein, les responsables, je ne sais pas combien ont pu serrer la main du chef de l'État une fois pour dire, ah, bien sûr, au moins en tant que directeur, j'ai été reçu par le président. On a eu la chance de l'écouter. On a eu la chance de lui poser quelques questions. Oui. Ça, vous, en tant qu'animatrice, en tant qu'intervieweur, est-ce que vous êtes... vous serez malheureuse de le croiser un jour. C'est quand même le président de la République. C'est quand même le président de la République. Le président de la République. Comme dirait l'autre, c'est quand même Dieu sur terre. Absolument. Ouais, donc c'est lui qu'on voit, voilà, pour le moment, tant qu'il est en mandat. Donc, c'est dire que oui, ceux qui font ce procès, on ne peut pas dire que c'est un faux procès. On espère que ce n'est pas rentré dans les arrêts dessous, parce qu'on a besoin aussi de communiquer à l'extérieur. Ensuite, par rapport à Wagner, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que les gens font recours, ils disent, c'est pour déstabiliser d'autres pays. Voilà. Mais c'est pour des besoins sécuritaires. Un prestataire de service. Là, moi, j'ai une question. Oui. Eh bien, est-ce à dire que, comme le Bénin a des difficultés terroristes également, on peut faire recours à Wagner? Mais si le Bénin estime que... Peut-être vous regardez la réponse du chef d'État, ce n'est pas impossible. Si le Bénin se fait sentir. Et puis moi, ce qui se dit sur Wagner, là. Et puis moi, je vois. Mais Bob Dena, que la France avait utilisé contre le Bénin, avec certains pays africains, pour déstabiliser le Bénin le 16 janvier 1977. C'est de l'histoire ancienne. Voilà, non, c'est de l'histoire, mais c'est quand même de l'histoire. Et ça a existé. Et donc, ce monsieur Bob Dena n'était pas que venu au Bénin. Ce monsieur s'est promené, il était un gros mercenaire, et que parfois l'État français a utilisé. Demandez à M. Robert Dessous, il a des tonnes de dossiers sur ce monsieur. Donc, alors, c'est pour dire quoi? Le chef d'État a donné la réponse qu'il fallait donner. Il y a Wagner, mais avant Wagner, il y a eu beaucoup d'autres. Il y en a très... Demandez comment le réseau FOCA fonctionnait, et vous verrez combien de Wagner FOCA n'utilisait pas en son temps-là. Donc, du coup, moi, j'estime que le président, pour moi, c'est la meilleure réponse. Je peux me permettre. Je n'ai peut-être pas le droit de le juger, mais je pense que pour moi, c'est la meilleure de ces réponses. Parce que là, c'est implacable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Et surtout quand c'est la façon... Ça m'a rappelé la réponse par rapport à la justice devant Macron ici. Ça a été aussi... Oui. C'était sans commentaire, en fait. Celle-là, elle était sans commentaire. Patrice Talon est un bon client pour les médias. Je pense que ça, il sait répondre. Ça, c'est honnêtement. Donc, sur Wagner... Sur la question de la France-Afrique,
quand on lui a demandé qui est le président africain. Mais là également. Le plus africain des présidents français. Non, ce n'était pas ça la première question. C'était, je ne sais pas sur quoi la question était posée d'abord avant qu'on lui demande ce qui était le plus africain. Mais c'était par rapport à... C'était les naissances, la démographie. Non, la démographie. Non, mais là, c'est la dernière question. Mais je pense que par rapport au président, vous voyez sa réponse également. Il les envoie paître, comme on peut le dire. Hein, il envoie paître. Qu'est-ce qu'on a demandé? Chacun est venu dans son contexte. Charles de Gaulle a fini par donner aux pays africains leur indépendance. En tout cas, il a commencé à entamer la décolonisation. On ne peut pas dire que c'est des gens mauvais. On peut critiquer la manière. Alors, c'est le Mitterrand qui a parlé de la boule après que nous, c'est lui qui est le meilleur. Quand vous regardez, chacun d'eux a un côté de voile et un côté de lumière. Donc, chacun fait quelque chose. Parce qu'on ne doit pas attendre le président français qu'il vienne faire quelque chose pour nous. C'était à nous de savoir qui est nous. Donc, on n'a pas à savoir qui est le meilleur président américain pour l'Afrique, qui est le meilleur président français pour l'Afrique, qui est le meilleur chancelier allemand. Ça s'entend, parce que c'est notre colonisateur. Non, du tout. On n'est plus dans le rôle de courber les chines. C'est les néocolons. Ça dit que c'est pire que le colonialisme. Parce que là, au moins, on voyait les Blancs. Les néocolons, c'est ceux qui sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, d'agir par eux-mêmes, et de copier et mal copier le colon, et de ne réfléchir que dans... Non. Je pense que la logique voudrait que le cordon ombilical soit définitivement coupé, enterré, et qu'après on établisse d'autres types de rapports. Je pense que Macron est dans cette dynamique-là, même s'il ne consacre pas la rupture totale. Mais voir Macron à côté d'un président africain comme Banzou, comme Tshisekedi, comme Patrice Talon, il y a quelques mois, lui dire certaines vérités à la France. Mais il n'y a que les Bongo qui osaient faire ça en son temps. Parce qu'ils avaient des choses... Lequel Bongo? Le fils ou le père? Le père. Les Bongo, les Mobutu, à l'époque. On peut compter contre les chefs d'État, mais il y a quelques coups. On peut compter les chefs d'État africains, le roi du Maroc. Ils ne sont pas nombreux. Qui osaient dire la vérité. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir dire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de chefs d'État. Une certaine tendance. Qui arrive à parler. Parce qu'il y a une nouvelle génération de chefs d'État français qui écoutent. Les Hollande. C'est déjà mieux que Sarkozy. Non, Sarkozy, c'était... C'est déjà mieux que... Mais Hollande, Macron, c'est déjà une nouvelle génération de chefs d'État. Donc c'est pour dire qu'il a également donné une bonne réponse. En fait, sur la question de la natalité. Oui, la maîtrise de la démographie. En réalité, il a détourné le sujet. C'est-à-dire? On lui a demandé si l'Afrique peut se réjouir de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Pour que désormais on sert au moins nos gens puissent servir un peu payer la retraite. Voilà. Et lui, il a dit non, moi, je ne pas de chez moi. Moi, je ne me préoccupe pas de chez vous. Je pars de chez moi. Et chez moi, là, le développement, il mérite qu'on réduise les nécessités. Il a détourné le sujet, il a ramené à local. Voilà. Il a donné son orientation. Il a détourné. Il y a une orientation. Quand on le ramène, c'est un détour. Il a détourné. C'est-à-dire que il a ramené le journal. Le journal lui a posé la question et le président lui a répondu à sa réponse. Lui a donné sa réponse. En fait, c'est deux choses différentes. C'est qu'il n'a pas répondu réellement à la question. Il a évacué ça en une phrase rapidement pour montrer que l'Afrique n'a pas à être pour le... Dépendant de... Et puis, il a expliqué la question. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Oui. Mais regarde, au détour, il sort le problème. Il faut aller plus loin pour comprendre que Patrice Talon est un homme de développement. En réalité, c'est rare. Vous voyez, quand vous le dites aujourd'hui, on dit, ah, mais lui ne voit que bien dans ce qu'il dit. Il ne trouve jamais de critiques à dire. Non, c'est lui ça. Hein. Quelqu'un a dit qu'il était mal éduqué, mais bon, ça c'est un autre problème. C'est que, c'est pas parce qu'on dit que le monsieur a raison que tu ne réfléchis pas par toi-même. Si le monsieur ne dit que des choses sensées, qui cassent totalement avec l'hypocrisie dans le temps. Pourquoi tu vas dire que c'est mauvais? Quand c'est bon, pourquoi dire que c'est mauvais? Donc vous achetez cette idée de Patrice Talon quant à la maîtrise des naissances à capitaine Napoléon Mafoïka? Vous savez, nous sommes au Bénin. Hein? Il n'y a pas acheté. Moi, je ne suis même pas symbole de maîtrise des naissances déjà. Ça veut dire quoi? Là, je ne l'ai pas compris. Non, moi j'en ai plus que la moyenne de certains. Donc je ne suis peut-être pas le meilleur exemple à... D'accord. D'accord. Mais lorsque on regarde plus loin, oui. Et quand le problème est posé, c'est pas Patrice Talon qui pose le problème le premier. Quand vous voyez dans Bénin à l'affaire 2025, c'est-à-dire qu'en 1999, le NLCPS, donc le plan national de stratégie à long terme, non, à moins NLCPS, c'est une nouvelle perspective. Hein, Bénin à l'affaire 2025, la politique, la question de
de population Oui. était posé. Et le plan de Polypo, bien quoi, c'est notre politique, déjà posé la problématique de la naissance. Mais on n'a pas fixé de moyenne. Mais notre population a cru. Quand vous regardez un peu les tendances, j'ai lu au moins que en 2002, on était 6 millions. En 2002, on était 6 millions. Hein, suivez-moi. Hein. Oui. En 2002, on était 6 millions 700 quelques. D'accord. D'accord. En 2008, on est passé à 8 millions et quelques. Déjà. Regardez comment on a cru. Oui. Bon, de 2 millions, de 2002 Bien, à pour vous, c'est 2008. pas mal. Mais est-ce que Porte-Novo s'est agrandi? Est-ce que Cotonou s'est agrandi? Est-ce que nos routes se sont élargies? Est-ce que nos écoles se sont étendues? Est-ce que les places... Il faut bien que tous ces nouveaux-là trouvent la place. Aujourd'hui, on a combien? On a 12 millions. 12 millions. Quand on le dit, on regarde en 2027. On doit être plus de 15 ou 18 millions. 15 millions. Oui. Normalement. 15 millions. Est-ce que Cotonou s'est agrandi? Est-ce que Porte-Novo s'est agrandi? Bon, ce sont les mêmes superficies, c'est le que même les écoles espace. sont étendues? Non. La réponse, elle est non pour le moment. Bien, alors, on va faire quoi? Ça, On va rouler sur quelle voie? On va aller à quelle... C'est la responsabilité de celui qui a été élu, Ils vont justement. aller à quelle école? Quel agent de santé vont les prendre en charge? En fait, la question de la population n'est pas qu'un problème individuel. C'est un grand débat à faire. Moi, j'ai trouvé que le président de la République a soulevé cette question-là à 2 reprises. Comment l'expliquer aux Béninois pour qui, au vieux ayant allé, si je dois le C'est dire, vrai. terre à terre? Non, on ne peut pas non plus ne pas faire d'enfants. Parce qu'il faut prospérer. Dieu a dit, on doit peupler le monde. Non, oui, on doit peupler le monde. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait la régénération, obligatoirement. C'est un devoir de régénérer. Sinon, la race va s'exploiter. Oui. Donc, la régénération est logique. Mais Après, il faut maîtriser. Il faut peut-être avoir des politiques coercitives. Moi, je veux dire des politiques incitatives. Par exemple, il faut... À un moment donné, on voulait beaucoup d'enseignants. La révolution a trouvé des politiques incitatives. Par exemple, pour aller à l'UNS, il y avait des gens qui avaient leur bourse était un peu plus meilleure que d'autres. Bon, j'ai appris ça à la volée. Mais on peut trouver. Celui qui est prêt, au lieu de vivre à Cotonou, est prêt à vivre entre, je ne sais pas, le gros ventre en haut et le petit pied en bas. C'est ça le Bénin. Le Bénin n'a pas 2 pieds, il a un seul pied. Voilà, un pied en bas et un très gros ventre. Donc c'est un enfant quoi. On peut dire que c'est totalement malade. Alors, on me dit, bon, allez, quitter aérer un peu le petit pied et aller peupler le gros ventre. Oui. En fait, c'est de libérer un peu l'espace au sud, jusqu'au centre. où la densité est très forte, et aller vers le nord. Ça peut être une politique dans les cadres. Cette politique peut être de déporter la capitale carrément de Cotonou vers Ndali, par exemple. Voilà. Vous regardez, oui, je regarde la faisabilité. Oui, c'est parce que vous regardez aujourd'hui. Si on renvoie ça dans 25 ans ou dans 50 ans, quand on va dire 50 ans, il faut dire, parce que vous allez regarder votre âge. Oui. Mais c'est fait que les jours passent, oui. que nos parents qui ont vécu ce n'est plus nous la priorité maintenant. Nos parents qui sont nés dans les années 40, nous ont eu. Oui. Ils sont morts, ou bien ils sont vieux maintenant. Nous passerons, nos enfants passeront. Mais le Bénin va continuer. Donc, maintenant on dit 50 ans, ça arrivera. Moi, quand j'étais très jeune, enfin pas très jeune, assez adolescent, j'entendais un peu le truc santé pour tous d'ici à l'an 2000. Et on était 78, 79, santé pour tous d'ici à l'an 2000. 2000, c'est loin. C'est loin. Et aujourd'hui, on y a été passé. J'ai gagné un concours, le deuxième prix de concours NLTPS, sur les nouvelles perspectives de développement à moyen terme, Bénin à la fin de 2025. Le ministère du Plan à l'époque, le prix de meilleur article. Donc c'était le deuxième, c'est Angelo Amamayan, qui était premier, c'était le deuxième, je pense qu'il y avait un troisième. Donc on a été primé par le ministère. Alors, c'est là pour parler du Bénin en 2025, les perspectives de développement à long terme. Et donc, Bénin à la fin de 2025, on est en 98, 99. Tu te rappelles, mais tu regardes Bénin en 2025, on y est. C'était loin devant moi, 2 décennies et demie. Normal, oui. On y est aujourd'hui, 50 ans, même si j'ai dit 100 ans, ça vous paraît long, ça viendra. Donc, l'État peut
décidé de... C'est pas de déplacer de Cotonou à Calavier. Oui, il décide de sa formule. Donc, il faut déplacer le pôle. Dès qu'on déplace le pôle, on va pousser la population ailleurs. D'accord? On poussera la population ailleurs. Donc, ça va permettre d'élargir, c'est un peu comme le Nigeria l'a fait, de Lagos à Abuja. Et la Côte d'Ivoire voulait le faire, donc d'Abidjan à Yamoussoukro. Bon, l'autre maintenant, c'est la politique incitative sur l'enfant. Au lieu de donner l'allocation familiale, je ne sais pas s'il continue de donner. L'État refuse de donner ça. Il suffit que l'État refuse de donner les allocations familiales. Donc, si je vous résume, en fait, c'est la formule à trouver qui il faut que les débats, que beaucoup de membres de la société civile ouvrent le débat. Le chef d'État a eu le mérite d'en parler. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une décision, il a dit. Mais sans lui... avec Patrice Talon, on sait quand même. Non, les techniciens l'ont écrit dans beaucoup d'autres rapports avant pour montrer ce que l'accroissement d'aujourd'hui va devoir. Parce que le taux de mortalité diminue, mais la natalité s'accroît. On nous montre ce que ça va devenir, ce que ça peut créer comme situation. Oui. Mais il faut que le décideur politique prenne la décision politique. Parce qu'il y a les droits individuels, il y a les droits collectifs. Décider de son corps, de sa sexualité, et réglementé dans la ligne normale de ce qui est admis, et personnel. Avoir un enfant, c'est une décision personnelle. Après, avec son conjoint. C'est normal, l'État n'a pas à intervenir, sauf si ça pose un problème de santé publique. Ça, c'est la société qui ne l'accepte pas, c'est même pas l'État. Donc, si ça pose un problème de santé publique. Alors, du coup, mais l'État a des devoirs. Et face à ces devoirs, l'État peut dire, ah, moi, je n'ai pas la possibilité dans 25 ans de continuer à supporter. Et mon rôle de l'État, en tant qu'autorité régulièrement en place, c'est de mettre des balises, parce que demain, je serai comptable de ça. Et donc, voilà en quoi la politique néo-malthusienne, comme on le dit, parce que bon, vous connaissez les théories sur les naissances au départ. Donc, c'est politique. Les gens entendaient avec les contraceptions, ce qu'on appelle la planification, la planification familiale, tout ça fait partie des mesures incitatives, tout ça là. Donc, c'est à l'État de trouver le bon truc pour que ça fonctionne. Le Bénin n'est pas le meilleur exemple, le meilleur élève en matière de planning familial. Hein. On est en queue de peloton. Je pense qu'il y a un travail à faire. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur cette affaire-là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça ne va pas être un truc facile, mais bon. Mais c'est bon déjà d'ouvrir le débat. Voilà. Ça nous permet de mettre les idées. Je trouve que le président Talon est un homme de développement. Je suis désolé de devoir le dire encore. Ceux qui m'attaquent sur le fait qu'on est trop, on ne voit que du positif. Moi, je suis désolé. Peut-être qu'on joue. Mais vous critiquez, vous ne voyez pas que le positif. Non, mais critiquer. Quand c'est mauvais, on dirait que c'est mauvais, mais nous estimons quand même qu'il y est quoi. Je pense qu'il a de la lumière qui lui vient, et beaucoup, il est bien illuminé. Bon, tant mieux, c'est le chef. Et si le chef rayonne, si le chef est illuminé, mais tous les joyeux le sont éteints, parce que lui, il est le porteur de lumière, il est le premier d'entre nous, donc logique qu'on doit prier pour qu'il ait plus de lumière, parce que cette lumière va irradier son peuple. Et puis bon, tant mieux, il est encore un poste, tant qu'il est le chef d'être le mieux éclairé. Voilà. Alors, nous avons moins de 2 minutes. Si on n'abordait pas, bien, les téléspectateurs vont nous en vouloir. Il s'agit de cette décision de la Cour constitutionnelle concernant les nombreux recours du parti Les Démocrates. Alors, Agapit Napoléon Mafricain, il est vrai que la décision elle était un peu longue, mais quand vous la lisez, n'est-ce pas un peu un revirement jurisprudentiel? Non, il n'y en a pas eu. C'est plutôt une confirmation de la jurisprudence de 2009. C'est une confirmation de la jurisprudence de 2009. Il n'y a pas de revirement. Que dit-on de la proportionnalité, justement? Puisque c'est ça la question. C'est exactement ce que la 2009, c'est-à-dire que seulement, vous voyez, la Cour a été assez pédagogue quand même. Je pense que finalement, ils auraient dû renvoyer les gens en 2009, tout simplement. J'ai dû les renvoyer en 2009, tout simplement. Et revenu, en fait, les renvoyer en 2009 ou rappeler 2011. Ils ont pu se contenter de l'autorité de la chose jugée. Je pense qu'ils sont allés plus loin. Ils ont voulu refaire de la pédagogie, mais aller un peu plus loin. Et c'est là que je ris, quoi. Parce que maintenant, ils ont tranché le débat. Vous êtes sûr que le débat, il est tranché? En 2011, on a dit l'élection des présidents des commissions se fait presque dans les mêmes conditions que celle du président de la République, du président de l'Assemblée nationale. Donc, de reprendre les élections au niveau des autres membres. Ici, c'est clair qu'aucune minorité, une majorité minorité, aucune proportion ne peut concerner l'élection
du président de la commission, mais ne peut pas non plus, il ne peut pas revendiquer obligatoirement un poste de président de commission. Ça, c'est tué. Au moins, c'est clair. Oui. En tout cas, je suis sûr qu'une autre cour revienne faire un revirement. Il n'y en a jamais eu encore là-dessus. Quand on en arrive là, la première fois que la cour statuait sur cette affaire, de 99 ou combien, c'est de dire que l'article 15 n'était pas obligatoire. Il n'y avait pas une obligation. C'était un principe. Et puis après, on est allé au revirement avec Mme Wensou, non, ou bien c'est avec Robert Dessous, où on a parlé donc de proportionnalité, oui. de minorité majorité. Moi, je trouve qu'il ne faut pas tuer les concepts. Le principe, c'est le droit de la majorité. Le principe, c'est la loi, c'est la dictature de la majorité. Justement, c'était ma question. Nous sommes dans une dictature de la majorité. Absolument. Mais que faisons-nous de la démocratie, justement? C'est ça la question. Si les deux sensibilités c'est votre question qui est la confusion. Et c'est ce que M. Akitola a dit aujourd'hui, qui est la confusion. Le principe, c'est la dictature de la majorité. L'exception, c'est la considération de la minorité. C'est-à-dire que lorsque le chef d'État est élu, je vous ai dit aux États-Unis, en Californie, qui donne, je ne sais pas, 70 gros électeurs, je dis n'importe quoi peut-être, lorsque un parti des deux gagne une voix de plus, il ramasse les 70. Comment fait-on de tous les gens qui ont voté et qui n'ont pas les 70 gros électeurs? Ça, c'est un choix. Un choix qu'ils ont fait. Ça. Donc, tout est choix. La démocratie est un choix, mais n'oubliez pas que le premier principe de la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Mais si la minorité y est, c'est pour avoir une voix. La minorité n'existe pas. La minorité, c'est les créations nouvelles, c'est les tricheries, c'est les déviances, en fait. C'est les déviances de la société. Soit vous faites un principe de parti unique, où on sait que tout le monde est ensemble, ou alors il y a une opposition qui pète, qui se range et laisse les autres gagner, diriger. Ça, ce n'est plus une opposition. Non, ils s'opposent, donc ils ont une alternative. Donc du coup, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est de la tricherie. Mais c'est mondial parfois. Mais aux États-Unis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Où le système est clair, il est net. Donc, cette affaire du droit de minorité là, c'est un faux truc. Les minorités sont des minorités raciales, des minorités sociétales, comme vos histoires de genre, de gays et de lesbiennes, ou bon, même si je suis contre, eux, ils ont choisi. Ils ont choisi la liberté des gens s'arrête là où commence celle des autres. Donc du coup, l'État assure leur suivi. On dirait que vous minimisez les électeurs qui les ont envoyés là. Mais c'est pas moi qui minimise les votes. Est-ce que vous pouvez faire une chose? Ouais, c'est pour ça que les religions règlent les questions. Il ne faut pas dire je suis catholique. Et même dire non, mais j'aime les musulmans. Non, le dogme, quand vous faites votre credo catholique, ça vous oblige. Je crois. Vous ne pouvez pas demander je crois. Et dire mais comment Marie peut concevoir sans péché? C'est ça que vous dites. Mais je crois. Comment peut dire mais Dieu en toi? Mais c'est ça que vous êtes en train de dire. Non. Est-ce que vous croyez? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en son Fils? Oui, je crois. C'est ça le principe du baptême catholique. D'accord. Alors, croyez-vous en démocratie pluraliste? Oui, je crois. Absolument. Croyez-vous à la loi de la majorité? Oui, je crois. Ça, c'est une question à laquelle je ne veux pas répondre. Il n'y a pas. Le reste, c'est de la déviance. Et les déviances doivent être maîtrisées. Heureusement, on a une cour constitutionnelle. Sinon, les gars, ils n'ont même pas été en mesure de négocier. Ils ont quitté la salle. C'est grave. Mais la minorité ne peut pas en imposer à la majorité, c'est grave. C'est dangereux. Mais si on y retournait, tel que la Cour a demandé, on repart aux élections, la même figure va se reproduire. Rien ne changera. Parce que la Cour n'invente pas les dogmes. La Cour n'invente pas les théories. Tout est déjà dit. Donc, les députés n'ont pas changé leur règlement intérieur. Non. Leur règlement intérieur n'a pas statué expressément sur l'élection des membres des commissions. Non plus. Donc, on s'en réfère à l'article 15. L'article 15 dit, en dehors du président, les membres des bureaux sont élus. Si on suit, ça veut dire que les députés, quand la Cour a validé la liste des commissions, bien. Normalement, les trois formations politiques doivent déposer leur liste des candidats pour l'élection du président, du vice-président, du premier rapporteur, et des secrétaires, du deuxième rapporteur et du secrétaire. Je pense que c'est un secrétaire, je pense. Un secrétaire, deux rapporteurs, un vice-président. Oui. Donc, toi le fais. C'est ce qu'ils doivent faire, normalement. Donc, les candidatures doivent être posées. Et après, ils vont élire, normalement. C'est comme ça. Et quand on va élire, ils auront le dernier poste. Ou alors, la majorité décide de leur donner un autre poste. Encore le secrétariat qu'ils ont refusé. Qui ne peut pas revendiquer une présidence de commission, ni vice-présidence,
ni un nombre de rapporteurs. Donc, il peut y avoir 0 poste de rapporteur, comme il peut y avoir un poste de rapporteur. En clair, on est dans la logique. La confusion dans les esprits, c'est qu'on crée encore un droit de minorité. Ça veut dire quoi? On crée 2 droits, là où il y a 2 tendances. Le 2 est opposition. Vous ne pouvez pas créer 2 droits. Ce n'est pas normal. C'est la confusion. Le 2 est opposition. Et le 2 est complémentaire, mais le 2 est opposition. Donc, lorsque c'est complémentaire, il y a le droit de la dictature de la majorité, il y a le droit de la minorité. Donc, la dictature de la majorité, c'est le principe. Le droit, on doit jeter un regard. Et c'est ça qui se fait. Les gens, sur 7, ils ont donné 1. Les types disent qu'ils ne sont pas contents. Mais avant, il n'y en avait même pas. Roger Segou a dû annuler plusieurs fois pour qu'il y ait au moins un poste en 2003. Ok. Hein? Pour qu'on donne un poste à l'opposition, au bureau. Aujourd'hui, ça a été fait. Ils disent qu'ils ne sont pas contents. Commission, on leur donne un poste. Ils refusent. Mais ils ont le même poste dans toute la commission. Sauf si ils négocient. Là, c'est... Voilà, la négociation peut-être... Mais il faut demander à la majorité d'être un peu plus flexible. Quand les rapports de force ne sont pas en votre faveur, ayez l'humilité de la négociation. Oui. Je pense que cela arrive comme s'ils sont nouveaux. Alors qu'ils ont été dans les mêmes conditions de majorité il y a quelques années. Et ils ont fait les mêmes choses. Ils estiment avoir accordé cette possibilité-là à la mandature de 2011, je crois. Je dis, il a fallu que la Cour constitutionnelle statue. D'accord. Donc, ça vous dit simplement que ils savent. Ils savent. Donc, nous sommes dans une distraction, c'est ça? On est franchement dans une distraction. Je ne sais pas si là au Parlement. Moi, je trouve qu'il faut que l'opposition négocie. Il faut que l'opposition apprenne à négocier. Sinon, lorsqu'il y a à la moindre chose, vous criez au feu, au feu, au feu. Lorsqu'il y a le vrai feu, personne ne vous regardera. Donc, moi, je ne demande pas qu'on écrase l'opposition. Mais il faut déjà que vous reconnaissiez votre place. Si vous êtes petit et vous voulez revendiquer avec l'autre le droit, il va vous écraser. Et moi, je suis d'accord. Moi, je suis partisan de ça parce qu'il n'a pas gagné sa place. Il a gagné à l'élection. Il a gagné à l'élection. Mais sa présence doit être remarquée. La majorité a gagné sa majorité à l'élection. Laissez-la travailler et pour répondre de son mandat. Après, vous ne serez pas comptable du mandat demain. Donc, laissez-la travailler. Maintenant, la majorité doit reconnaître que les autres sont là, on ne peut pas marcher sur eux. C'est la même chose tout à l'heure qu'on parlait de l'homme et de la femme. On doit se respecter. Le respect mutuel voudrait que chacun garde sa position. Et que maintenant, on négocie, on discute pour mieux se comprendre. C'est cela. Mais comme la politique n'a pas de l'angélisme, je pense que ce n'est pas encore le dernier débat qu'on verra. On verra assez de distractions de ces gens. Bon, la Cour est là, j'espère. Si elle veut faire un revirement, elle le fera. On subira comme d'autres coups l'ont fait. Si elle veut nous maintenir au moins dans une certaine cohérence et jurisprudentielle, mais tant mieux, il faut déjà saluer cette Cour d'être resté vraiment là et de mieux affiner encore le principe. Dernière question, croyez-vous que les démocrates vont s'en contenter Ils n'ont pas le choix. D'accord. On attend la prochaine plénière pour voir... Il peut faire 10 000 recours. La décision qui la décision qui est là est très claire. Ils doivent aller aux élections. Et c'est parce que les autres n'ont pas été vigilants. Pour qu'ils étaient vigilants en laissant les postes de fait. Donné, oui. Et il n'y aura pas eu de... D'accord. Alors, merci à vous, Agapit Napoléon Mafouika. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche que vous pouvez retrouver en nouvelle diffusion ce lundi après le bulletin de la mi-journée est également disponible sur nos canaux digitaux, notre compte Twitter, notre page Facebook, YouTube, notre site internet, le www.etelebedin.com. Etélé avec vous, pour vous.